D'accord. Donc, aujourd'hui, ça sera notre dernière séance d'analyse des données financières. Bien évidemment, séance virtuelle, c'est-à-dire avant le déconfinement total. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va continuer sur la finance d'entreprise, d'accord, sur cette partie. Bien évidemment, notre rapport consiste en fait à automatiser le process de la prise de décision, d'accord? Et voilà notre plan. Donc, la semaine passée, nous avons travaillé sur un seul projet, sur la faisabilité d'un seul projet, et nous avons calculé, je vous montre, notre indicateur financier, la VAN, valeur actuelle nette, l'IP, l'indice de profitabilité. Nous avons calculé le tri et nous avons calculé le DRC, délai de récupération capital investi. La semaine passée, en fait, on a eu un petit souci par rapport au tri, au taux de rentabilité interne. Et en fait, juste dans la séance, juste après vous, hein, c'était juste après vous, avec notre classe. En fait, il y a Inès elle m'a dit que je me suis trompé et l'erreur c'était ici. En fait, dans la fonction, quand on a appelé fsolve, quand on a appelé fsolve la semaine passée, en fait, on n'a pas utilisé vraiment 100 000. Nous avons, je me rappelle bien, hein, vérifiez votre code, vous allez trouver 10 000. Voilà pourquoi on n'a pas trouvé le bon tri. Donc, bon, soit je vous envoie les codes de l'autre classe, ou bien juste corriger l'erreur, ajouter un 0, et l'algorithme va marcher. L'algorithme va marcher. Donc, voilà. Bon, je peux faire print. Bon, ça c'était, voilà, 29%. En fait, vous allez trouver un tri de 29% qui dépasse le taux de rentabilité exigé de 10%. Donc, le projet est rentable. Enfin, si on suit la règle de décision selon le tir. Bon, ça c'était la semaine passée. Nous avons travaillé sur un seul projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va travailler avec deux projets ayant la même durée. Deux projets ayant la même durée. C'est-à-dire, on va décider entre ces deux projets. Puis, je vais vous introduire le CMPC, c'est-à-dire le coût moyen pondéré du capital. Le coût moyen pondéré du capital. Et on va utiliser ce coût comme taux d'actualisation. Et là, à cet égard, je vous demande, qu'est-ce qu'on a utilisé, pas la semaine passée, mais celle d'avant, afin d'actualiser nos flux? Rappelez-vous en fait du cours AFD, le cours de la semaine avant passée. La semaine passée, c'était un TP, mais la semaine avant passée, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a utilisé en fait comme taux d'actualisation? Bon. Donc, par exemple, le slide numéro 56, vous allez trouver un taux d'actualisation de 3%. Et si vous regardez aussi, vous vérifiez aussi dans le slide numéro 53, vous allez trouver que dans l'exemple, j'utilise toujours 3%. En fait, j'ai utilisé l'inflation, le taux d'inflation. Enfin, ça, c'était dans le cours, rappelez-vous, hein, depuis 15 jours. Enfin, c'est une séance hebdomadaire, une séance d'1h30 hebdomadaire, enfin, d'une heure hebdomadaire. Aujourd'hui, non, on ne va pas utiliser le taux d'inflation. On va plutôt utiliser le CMPC, le coût moyen pondéré de capital. D'accord? Puis je vais vous introduire, après l'exemple de deux projets qui n'ont pas le même horizon, qui n'ont pas la même durée temporelle. On va voir comment on va comparer les deux. Et à ce niveau-là, on va introduire ensemble un nouveau indicateur financier qui s'appelle annuité, l'annuité constante. En anglais, the equivalent annual annuity. Et on va réaliser en fait notre décision par rapport à ces deux projets de différentes durées de vie. Voilà, donc voilà le plan de la séance. Ok, encore une autre fois, n'hésitez pas en fait à poser des questions.
Et voilà, interrompez-moi si vous avez des problèmes. Allez, je commence. Donc, s'il vous plaît, allumez vos fichiers Jupyter Notebook, car on va écrire du code. Hein. OK, donc, je commence par le slide numéro 2. On se propose de travailler sur la situation suivante. Dans une entreprise de logistique, on veut planifier 2 projets futurs. Bien évidemment, hein, en stade de proposition, on est en train de se projeter dans le futur. À cet égard, les chefs de projet ont projeté les flux de trésorerie pour chacune des propositions. Bon, je vous montre là le flux de trésorerie. Hein. Donc, les années, année numéro 1 jusqu'à l'année numéro 10, puis le projet numéro 1, le projet numéro 2, l'investissement initial dans par rapport aux 2 projets, et puis en fait les différents cash flows. Attention, hein, il ne s'agit pas de $200. En fait, les projections sont fournies en milliers. Okay? C'est-à-dire, vous aurez ça, il faut s'habituer avec cette notion. Tu multiplies par 1000. Tu prends, c'est-à-dire, on prend les valeurs. En réalité, ce sont des là, c'est pas 250, c'est 250 000. C'est pas $300, c'est 300 000. Voilà. Là, c'est pas 1 000, c'est 1 million de dollars. Et voilà, on veut choisir entre ces 2 projets. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La semaine passée, nous avons travaillé avec un seul projet et nous avons défini 4 indicateurs financiers. Cette semaine, en fait, on va essayer d'étudier ces 2 projets avec le tir. C'est-à-dire, on va calculer le tir du premier projet, le tir du deuxième projet, et puis on va comparer les 2 tirs. Bien évidemment, hein, on peut comparer les valeurs actuelles nettes, mais je pense que c'est bon. Hein. Vous connaissez, vous connaissez la technique, vous êtes assez rodé par rapport au tir. Aujourd'hui, je vais vous donner en fait une fonction en Python. Juste, je vous rappelle, la semaine passée, afin de calculer le tir, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons défini toute une fonction assez compliquée, et nous avons appelé soit un algorithme de dichotomie, soit en fait un solveur, fsolve. Bon, on voit bien que quand même c'est assez laborieux. Hein. Tu dois vraiment écrire la formule, c'est-à-dire tu dois écrire toute cette formule, implémenter toute cette formule, et puis appeler un algorithme d'optimisation, puis résoudre l'équation algébrique. Tout ça est égal à 0. Bon, aujourd'hui, en fait, je vais juste vous montrer une fonction Python, np.err, qui permet de calculer ce taux. C'est clair? Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je reviens au cours. Comment on fait pour calculer le tir de ces 2 projets? Afin de faciliter les notions pour vous, j'ai essayé ici de vous poser des questions. Donc, première question, on va implémenter les cash flows. Donc, toi, un autre jour, tu vas obtenir ces résultats dans un fichier Excel, dans un fichier CSV, d'accord? Ou bien sur une feuille, et tu veux automatiser le process avec Python. Tout d'abord, il faut implémenter les cash flows de 2 projets avec Python. Puis, attention, hein, il faut réaliser un rescaling. C'est-à-dire il faut réaliser une remise à l'échelle de 2 tableaux. N'oubliez pas que ces valeurs sont divisées par 1000. Donc, il faut multiplier ces valeurs par 1000. D'accord? Puis, dans la troisième question, on va calculer le taux de rentabilité interne de 2 projets en pourcentage. Puis, on va prendre une décision. Allons-y, on va travailler cet exemple.
Alors, on va commencer par importer la bibliothèque NumPy. Bon, regardez, en fait, pour faciliter la tâche pour vous, j'ai préparé un fichier qui s'appelle Financial Statement, qui contient en fait c'est-à-dire tous les codes de la séance d'aujourd'hui. Je vais vous envoyer ça. Je pense que ça va vraiment fluidifier le propos. ESB 1B11, ESB 1B12, tac. Financial Statement, voilà. Bon, vous pouvez, moi je vous conseille, suivez avec moi, vous allez comprendre mieux. Ok, donc je commence par charger la bibliothèque NumPy, puis je reviens en fait à notre exercice, au slide numéro 2. J'ai les deux cash flows de deux projets. Première question, on va implémenter ces cash flows. Donc je viens ici, je vais écrire CF pour cash flow, project 1, je vais suivre en fait des noms, je vais utiliser des noms en anglais. Après, car de toute manière en Python, on va utiliser des fonctions en anglais. Et je commence à implémenter mon cash flow du premier projet. Donc, moins 1000, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 et 600. Et là, apparemment, vous êtes en train de comprendre pourquoi j'ai divisé par 1000. C'est plus facile, c'est plus facile d'écrire 1000 que d'écrire 1 million ici. Ou bien d'écrire 200 que d'écrire 200 000. Voilà. Donc, ça, c'est une liste. On va réaliser un casting, on va transformer cette liste en un tableau NumPy. D'accord? Et boum, j'ai mes flux nets de trésorerie pour le projet numéro 1. C'est bon, mes flux nets sont déjà implémentés. Bon, je veux faire la même chose pour le deuxième projet. Donc, CF projet 2. Bon, laissez-moi déjà vous envoyer ça. Enfin, c'est plus facile, ça va rendre la vie plus facile pour vous. Donc, je viens ici. Voilà. Donc, allez, continuez le CF, le cash flow project 2. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai moins 1000. Enfin, suivez dans le slide numéro 2, puis 150, puis 225, puis 300, 375, 425, 500, 575, 600 et 625. Voilà. Donc, j'ai mes cash flows de projet numéro 2. Voilà. Bon, je reviens au slide du cours. Je lis la question numéro 2. Réaliser une remise à l'échelle de deux tableaux. Question. Comment on fait pour réaliser la remise à l'échelle? En effet, ces valeurs ont été divisées par 1000. Donc, pour réaliser en fait notre remise à l'échelle, il suffit de multiplier par 1000. Donc, je prends ce tableau, par exemple, et je le multiplie par 1000. Et je fais la même chose pour le deuxième tableau. Voilà. Bon, je vous montre les valeurs. Voilà, donc toutes les valeurs ont été multipliées par 1000. Donc notre investissement initial, c'est 1 million de dollars. Enfin, ou bien 1 million d'euros. Bon, unité monétaire, quoi. Ça, donc Shift. Flèche pas, puis Shift M. Bon. Ouais, voilà le code. Maintenant, on veut calculer les taux de rentabilité de deux projets.
La semaine passée, nous avons implémenté une fonction. C'était compliqué. Aujourd'hui, bon, ça sera plus facile. Hein. Je vais vous montrer une fonction en Python, c'est-à-dire dans le module NumPy, NP, IRR. Il existe une fonction qui s'appelle NP, IRR. Et cette fonction permet de retourner le tir, le taux interne de rentabilité, tout simplement. Allez-y, on va appliquer cette fonction. Toi, tu peux aussi implémenter en fait la formule de tir dans une équation algébrique et tu peux déterminer sa valeur. Mais je pense que quand même, avec, ça sera mieux quand même d'utiliser une fonction déjà implémentée. C'est plus sûr. Voilà, donc là, c'est quoi, à quoi égal à notre tir? C'est 0,2892. Bon, c'est pas très finance. En fait, en finance, on préfère voilà, présenter les taux sous forme de pourcentage. Donc, on va multiplier par 100 et puis on va arrondir au deuxième chiffre après la virgule. Déjà, je vais créer une variable IRR project1. Je fais la même chose pour le deuxième projet, IRR project 2. Et je peux vous montrer le deuxième tir. Donc, c'est 0,2877. Maintenant, il n'est pas souhaitable, bien évidemment, de montrer ce résultat en fait à des décideurs hein, dans ton entreprise. Il faut quand même transformer cette valeur en un pourcentage, d'une part. D'autre part, il faut garder uniquement, par exemple, 2 chiffres après la virgule. Là. De manière générale, on travaille avec 2 chiffres après la virgule en finance d'entreprise, quand on parle en fait d'un pourcentage. Allez, comment on va faire? Donc, print, on va utiliser la fonction print. Puis, je prends l'IRR, d'accord? Le tir, pardon. Je vais le multiplier par 100. Je vais le multiplier par 100. Donc, au lieu d'avoir 0,2877, je vais obtenir plutôt 28,77 avec les autres chiffres. Et voilà. Maintenant, il faut quand même arrondir. Donc, j'utilise la fonction round. J'utilise la fonction round, virgule 2. Et boum, j'ai obtenu mon taux interne de rentabilité. On peut en fait améliorer bien sûr cette phrase. Donc, comment on fait? Je transforme. Regardez. Comment on fait pour améliorer l'affichage? Je peux ajouter un message, j'écris le taux, par exemple, interne de rentabilité du projet 1 et voilà. C'est une chaîne de caractères. Je réalise une concaténation avec plus, hein, puis, attention, round, là. Bon, je zoome un peu. Round ici, hein, c'est un float, ok? Donc, je ne peux pas faire la concaténation avec une chaîne de caractères. Donc, je vais faire plutôt str round. C'est-à-dire, je veux forcer ça à un string. Je force round à un string. Et voilà, j'exécute, j'obtiens ça. C'est pas fameux, car le T ici est connecté avec 28. Donc, je viens ici, je laisse un espace, clair? J'exécute, voilà, j'obtiens ça. Il nous reste quoi? Il nous reste en fait un pourcentage. Donc, je fais plus pourcentage. Et voilà. Maintenant, en fait, notre phrase est prête. Le taux interne de rentabilité de projet 1 est de 28,92%. Je vais copier-coller tout ça hein, et je le répète pour le projet numéro 2. Donc là, j'écris projet numéro 2 et projet numéro 2. Tiens, on obtient nos 2 indicateurs demandés. Je reviens au cours. Calculer les taux de rentabilité interne de projet. Heureusement, c'est fait. C'est fait vraiment très, très rapidement. Hein. Plus rapidement que la semaine passée. La semaine passée, on était obligé
d'implémenter toute cette fonction et d'utiliser un solver fsolve. Enfin, cette semaine, on est quand même sur une fonction déjà prête, IRR, dans NumPy. C'est une fonction très rapide d'implémenter en C et tout. Allez, qu'est-ce que nous reste maintenant? On va prendre notre décision. Je lis, prendre une décision basée sur le tri. Si vous preniez la décision uniquement en fonction du taux de rendement interne, okay, dans quel projet seriez-vous plus intéressé en supposant que le tri est supérieur à votre taux de rendement requis? C'est-à-dire, supposons que votre taux de rendement requis est de 10%. C'est-à-dire, si on suppose que le taux de rendement requis est de 10%. Là, nous avons un tri, un de 28%, l'autre de 28,78%. Le deux tri dépasse le taux de rentabilité, enfin, le taux de rendement demandé. Donc, les deux projets, a priori, vont passer. Enfin, si on compare le projet au taux de rendement. Maintenant, si on compare, en fait, les deux projets ensemble, quel projet est plus rentable que l'autre? C'est le premier projet. Voilà, tout simplement. En fait, ici, on va retenir le premier projet. Je viens ici, j'écris, on va retenir le premier projet. Car le tri 1 est supérieur au tri 2 et les deux sont supérieurs au taux de rendement exigé dans l'entreprise. Voilà. Voilà, c'est bon. Là, voilà comment on travaille dans le cas, en fait, de deux projets. Attention, ayant la même durée temporelle. Ces deux projets disposent de la même durée temporelle. On travaille sur 10 ans. Allez, vous regardez donc le slide numéro 4, vous allez trouver la correction. Je passe maintenant, en fait, à une nouvelle notion. Donc, on va passer au coût moyen pondéré du capital. C'est-à-dire, on va essayer de calculer un taux d'actualisation qui reflète plus la réalité financière de l'entreprise. Bon, je sais que parmi vous, il y en a des gens qui ont étudié ces notions en anglais. Donc, le slide numéro 5, le slide numéro 6, le slide numéro 7 et 8 et 9 présentent cette notion en anglais, c'est-à-dire the weighted average cost of capital. Moi, je vais passer directement au slide numéro 10. D'accord? Enfin, je passe directement à la version française. Qu'est-ce que ça veut dire coût moyen pondéré du capital CMPC? En effet, le CMPC est un indicateur qui mesure le taux de rendement exigé par les actionnaires et les obligataires de l'entreprise. Exprimé en pourcentage, c'est un taux, donc exprimé en pourcentage, hein, on va faire exactement comme on a fait là avec le tri. Exprimé en pourcentage, le CMPC indique le coût moyen pondéré par rapport au poids de la dette et par rapport aux exigences. Là, il y a un S au niveau de exigence, pardon, des actionnaires ayant mis leurs fonds à la disposition de l'entreprise. Question, comment fait une entreprise pour se financer? Il existe en fait deux possibilités. Pour réaliser ces investissements, l'entreprise a besoin de financement. Comment elle va ramener à ces financements l'entreprise? Donc, il y a deux possibilités. L'entreprise peut demander le financement, soit à ses actionnaires. L'entreprise peut demander le financement, soit à ses actionnaires. Bon, les actionnaires, bien évidemment, ne vont pas donner leur argent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont exiger un certain niveau de dividende. N'oubliez pas que la finance est au service des actionnaires. Ah, ok, c'est comme ça la vie. Hein. La finance est au service des actionnaires. Donc, à ces actionnaires qui vont exiger un certain niveau de dividende. Ou bien, soit elle va elle va s'endetter auprès des banques. Donc, elle va demander du financement à des banques et les banques vont imposer un certain taux d'intérêt. Enfin, avec les banques, on ne joue pas. C'est-à-dire les banques vont vraiment imposer un certain taux d'intérêt. Donc, le CMPC est le coût avec lequel l'entreprise emprunte de l'argent.
il est utilisé par l'entreprise pour évaluer la rentabilité d'un nouveau projet en actualisant avec le CMPC ses flux futurs de trésorerie. Jusqu'à maintenant, nous avons actualisé soit avec des taux donnés comme ça, hein, comme ici par exemple, comme dans notre premier exemple, notre taux d'actualisation c'était de 10%. Hein. Enfin, c'est-à-dire moi, j'ai sorti ça de nulle part. Et la semaine passée, nous avons utilisé l'inflation, c'est-à-dire vérifiez s'il vous plaît votre cours. Vous allez trouver à la fin 3%. Que représente 3%? C'est un taux d'inflation. C'est un taux d'inflation. Vous allez trouver ça aussi dans le slide numéro, je pense, numéro 48. Hein. Enfin, bref. Donc, vérifiez le cours de la semaine passée. Allez, je continue. Remarque, vous pouvez retenir cette règle, plus le CMPC est élevé, plus la rentabilité est faible, et vice-versa. Question, comment on fait pour calculer le CMPC? Voilà la formule. Bon, je commence en fait par le capital. Le capital est constitué de deux termes. Il y a tout d'abord la contribution des fonds propres, d'accord? Et puis, il y a les dettes. Donc, tout d'abord, on va calculer les proportions des sources de financement. Je prends les fonds propres. Quand on parle des fonds propres, hein, on parle des actionnaires, hein, les FP. Je prends les fonds propres et je divise par les dettes. Ah, pardon. En fait, on va prendre les fonds propres et puis on va diviser par le capital. Là, je me suis trompé. Hein. On divise les fonds propres par le capital. Pardon, je me suis trompé. Puis, je prends les dettes et je les divise par le capital. Donc, j'obtiens deux proportions. Et je vous donne la formule du CMPC. Donc, c'est FP, fonds propres, divisé par capital, et je multiplie par le coût des fonds propres. Plus dette, je divise les dettes par le capital, je multiplie par le coût de la dette. C'est-à-dire le taux d'intérêt exigé par la banque. CD ici, c'est le taux d'intérêt exigé par la banque. RFP, c'est le taux exigé par les actionnaires. C'est clair? Maintenant, si en fait l'entreprise va payer un taux d'impôt sur ses dettes, on multiplie par 1 moins T. S'il n'y a pas un taux d'impôt, en fait, on oublie ce terme, le 1 moins T. Allez, je vous donne un exemple. Quand même, la formule est assez compliquée. Je vous donne un exemple. Exemple. On prend une entreprise dont le capital social se lève à 1 million de dollars, par exemple. Le capital de l'entreprise est reparti en deux termes, en deux rubriques. La première rubrique, les fonds propres, 750 000 dollars, donc 3/4. Enfin, 750 000, quand tu fais 750 000 FP divisé par le capital, tu finis par 3/4. Voilà pourquoi il est intéressant hein, de travailler avec les proportions. Puis, je fais 250 000 et je divise par le capital, j'obtiens 1/4. C'est clair? Donc, les actionnaires exigent un rendement de 12%. Où il va partir ce 12%? Il va partir vers RFP, le coût du fonds propre. Maintenant, le coût de la dette est de 7%. Le taux d'intérêt exigé par la banque est de 7%. Donc, ce 7% va partir vers le CD, le coût de la dette. Et on suppose que l'entreprise est soumise à un impôt de 30%. Enfin, on fait tout calcul fait, on trouve un CMPC de 10,225%. Voilà comment on calcule le CMPC. Une fois on obtient le CMPC, il n'y a pas de question. Une fois on obtient le CMPC, hein, le coût moyen pondéré du capital, eh ben, on va l'utiliser pour réaliser nos actualisations. C'est-à-dire on va utiliser le CMPC comme taux d'actualisation au lieu de quoi? Au lieu du taux d'inflation. Donc, ce qui me ramène au slide numéro 12, on va travailler sur cet exemple. C'est un exercice, hein, c'est un exemple réel. Financement énoncé. Financement par emprunt.
enfin pour les gens qui travaillent en anglais, debt financing, financement par fonds propres, equity financing. Enfin, peut-être l'année prochaine, je veux enseigner cette matière en anglais. On peut supposer que le taux d'actualisation utilisé pour le calcul de la vanne est uniquement basé sur l'inflation, comme on a fait avant. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire inflation? Voilà, je vous donne un petit rappel. L'inflation désigne une augmentation durable, générale et auto-entretenue des prix des biens et des services. D'accord? Bon, l'inflation est aussi caractérisée par l'accroissement de la circulation de la monnaie, la masse monétaire. Donc, de manière générale, s'il y a en fait une stabilité des prix, le taux d'inflation est inférieur à 2%. S'il y a une inflation rampante, c'est entre 3 et 4%. Moi, l'autre fois, j'ai utilisé 3% par an. Après, si c'est une guerre, hein, comme en ex-Yougoslavie dans les années 90, on peut avoir un taux d'inflation qui dépasse le 20%. Cependant, on suppose que l'entreprise est endettée et doit payer le coût de son financement, les dettes et les frais de financement auprès des investisseurs. On va donc utiliser le CMPC comme taux d'actualisation dans l'exercice. Allez-y, je vous donne l'exercice. On suppose que l'entreprise contracte un prêt de 1 million de dollars. L'entreprise va s'endetter à la hauteur de 1 million de dollars pour financer un projet qui sera la seule dette impayée de l'entreprise. Ce prêt représente 50% du financement total. Enfin, donc, à quoi est égal le capital total maintenant de l'entreprise? Si cette dette de 1 million représente 50%, donc le capital total, c'est 2 millions de dollars. D'accord? Le reste de financement provient de la valeur marchande des capitaux propres. Question numéro 1. Tout d'abord, on doit définir, c'est-à-dire un terme dette, un terme fonds propres, puis on va calculer en fait les proportions, dette sur capital, fonds propres FP sur capital. Ça, c'est dans la première question. Dans la deuxième question, on va calculer la proportion du financement de l'entreprise. D'accord? Puis, basé sur des entreprises similaires, on va supposer un coût des capitaux propres de 18%. Et la banque est disposée à prêter avec un taux d'intérêt de 12%. On suppose que l'entreprise est soumise à un taux d'imposition de 35% et que le financement par emprunt est déductible d'impôt. Bon, calculer le CMPC de l'entreprise. Bon, c'est un exercice très intéressant et on va le faire maintenant. Bon, il est représenté ici, hein, dans le slide numéro 14. Ne regardez pas le slide numéro 15 car ce slide contient la correction. Allez, rapidement, on va travailler cet exercice. Je vous laisse réfléchir quand même pendant 1 minute aux différentes questions. Enfin, question, comment on fait pour calculer le CMPC? Tout simplement, en fait, on va utiliser cette formule. Alors, je commence donc par la première variable, c'est-à-dire la dette, la valeur de la dette. À quoi est égale ici la valeur de la dette? Donc, ici, on va mettre 1 million dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, c'est-à-dire M value of equity, market value of equity, enfin, fonds propres, on va mettre 1 million de dollars aussi. Puis, on va calculer le capital de l'entreprise. 1 million plus 1 million, donc on obtient 2 millions. Donc, le MVAL total, c'est quoi en réalité? C'est MVAL debt plus MVAL equity. C'est clair? C'est la somme des deux. Maintenant, par rapport aux deux proportions, il y a une question apparemment. Oui, Fedi, oui, c'est ça. Oui, très bien. Écoutez,
Non, là, je suis en train plutôt de vous donner, une sortie d'un code possible qui va, enfin, n'oubliez pas, là, il y a des prints. Hein. Enfin, on peut bien évidemment implémenter la formule directement, mais toi, un autre jour, tu vas automatiser le process d'évaluation de l'entreprise ou bien de la prise de décision en certitude, pas dans l'incertain, en certitude dans l'entreprise. Alors, les décideurs, ils préfèrent plutôt avoir un rapport lisible. Donc, quand toi, tu utilises, c'est-à-dire les fonctions print ici, print debt financing, tu mets string round 100 fois percent debt, tu prends du chiffre après la virgule, tu mets un pourcentage, tu vas améliorer la représentation de ton rapport. Mais ce que tu as fait correct, tu as dit, merci. Donc, la correction, la proportion numéro 1, ou bien le pourcentage numéro 1 des dettes, c'est 1,5 pour les fonds propres, 0,5, l'equity, enfin, là, c'est le 18%, 12%, le taux de taxes, enfin, d'imposition est de 35%. Et on va calculer notre CNPC. Je vais partir vers la correction. Elle est ici. Enfin, la correction se trouve ici, au milieu du fichier Financial Statement. J'exécute et on obtient en fait ce rapport, ce petit rapport. Enfin, vous voyez là, ça c'est bon, c'est clair. Nous avons la contribution des fonds propres à la hauteur de 50%, 50% de contribution pour la dette, pour cet emprunt, et j'ai un CMPC est égal à un coût moyen pondéré de capital est égal à 12,9%. Voilà, c'est bon, là on a fini l'exercice. Bon, je vous envoie la correction quand même. C'est bon, tout le monde a trouvé 12,9%. Pourquoi il me fait ça? Pardon, apparemment, je n'ai pas mis en fait la bonne. C'est bon. Je pense que Google, en fait, il y a une limite par rapport au message. Enfin, vérifiez en fait dans vos boîtes email, vous allez trouver la correction. Allez, je passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce CMPC? En fait, on peut comparer la vanne et le tri. Les entreprises utilisent leur CMPC comme taux d'actualisation lors du calcul de la valeur actuelle nette des projets potentiels. Dans le chapitre précédent, nous avons actualisé les valeurs en fonction de l'inflation. Pour tenir compte des coûts au fil du temps, les entreprises ajustent les flux de trésorerie des projets potentiels en fonction de leur coût de financement, CMPC, pour tenir compte du taux de rendement requis de leurs investisseurs en fonction des conditions du marché. Enfin, le CMPC reflète mieux les conditions du marché. On vient de calculer le CMPC, 12,9%. Donc, on peut alors déterminer la valeur actuelle nette, VAN, des flux de trésorerie de chaque projet. Et d'où les deux questions. Calculer la VAN de chaque projet. Puis dans la deuxième question, on va prendre une décision. On ne va pas perdre notre temps. Vous connaissez maintenant comment calculer la VAN. Hein, vous connaissez la fonction MPV. Dans NumPy, hein, il suffit d'aller à la fonction MPV. Tu fais np.mpv et tu obtiens net present value. Tu mets le taux ici, le CMPC, et tu mets un tableau qui contient tes cash flows. Bon. Voilà l'énoncé de l'exercice. Hein. Tout d'abord, il faut charger NumPy, puis il faut mettre la formule de CMPC. Bon, nous avons calculé le CMPC, donc on va mettre directement 12%, 0,129. Puis, on va calculer les deux vannes pour le premier projet et pour le deuxième projet. S'il vous plaît, ne regardez pas le slide 18, restez avec moi. Maintenant, comment on fait pour calculer les deux vannes? On aura besoin de quoi? On aura besoin des flux. Sauf que les flux sont déjà implémentés. Hein. Les flux sont ici.
C'est clair? Allez-y, on va calculer nos vannes. Je fais NPV, NP, NPV. Je mets le taux 0,129, 10,9%, et je mets CF Project One. Il est en train de déconner mon fichier Markdown, enfin mon fichier Jupyter Notebook. Pas grave. Bon, c'est bon. Là, nous avons calculé la valeur actuelle nette du premier projet. Enfin, comment on a appelé ça dans le cours? Voilà, NPV Project One. Allez-y, on va faire ça. NPV Project One. On va répéter la même chose pour le projet numéro 2. Hein, sauf que je vais utiliser les cash flows du projet numéro 2. Bon. Enfin, si je te montre la vanne, enfin, c'est MPV, pardon, c'est pas MP, c'est MPV. Je te montre NPV. Bon, c'est pas très parlant, hein. Il y a plein de chiffres après la virgule. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va améliorer l'affichage. Donc, comme d'hab, tu fais round MPV project 2, virgule 2, tu fais string et tu utilises print correctement. La correction, bon, elle est ici. Enfin, j'ai fait une erreur ici. En fait, j'ai pas actualisé. Si, j'ai travaillé. Enfin, les CF sont déjà actualisés dans le fichier. Donc, dans la correction, on va intégrer nos cash flows dans deux tableaux NumPy. Et puis, on va faire un rescaling. On multiplie par 1000. On introduit notre CMPC. Et puis, on calcule les deux vannes. MPV, CMPC, premier cash flow et deuxième cash flow. N'oubliez pas d'afficher correctement. N'oubliez pas, s'il vous plaît, string round MPV project 1 2 du chiffre après la virgule. On obtient ces deux valeurs actuelles. Enfin, pour le premier projet, 85 856 213 et pour le deuxième projet, 904 000. Allez, je mets. Si on suit la règle de décision par rapport à la vanne, quel projet on va garder? Le premier ou bien le deuxième? D'après la vanne, d'après la règle de décision vanne. Ah, réfléchissez, hein, réfléchissez. En fait, on va garder le projet numéro 2. Le projet numéro 2 dispose de la plus grande vanne. Ah, problème, hein. C'est contradictoire. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quand j'utilise le critère vanne, je retiens le projet numéro 2. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai utilisé le critère tri, dans le slide numéro 4, nous avons retenu le projet numéro 1. Cette situation est une situation en fait récurrente. Hein. C'est-à-dire vous allez avoir cette situation, enfin rencontrer cette situation. Quels critères on doit privilégier? Bon, ici, dans le slide numéro 19, je résumé, le tri est une mesure relative du rendement du projet, alors que la vanne est une mesure absolue. En fait, on va privilégier plutôt la vanne dans notre condition. D'accord? Bon, je vous laisse après, enfin, vous pouvez lire cette discussion. On n'a pas le temps. Voilà. Attention, hein, attention à cette contradiction. Maintenant, on va passer à un exemple plus intéressant qui consiste à travailler sur deux projets ayant de différentes durées de vie. Bon, ici, vous avez le projet numéro 1 qui donne ce flux.
L'investissement initial, c'est moins 100, hein, bien sûr multiplié par 1000. Puis un cash flow pendant l'année 2 de 200, puis 300. Puis en fait, le projet s'arrête ici. Et j'ai un projet numéro 2 qui dépasse notre projet en fait de 5 ans. Voilà. Bon, on va essayer de retenir l'un de deux projets. Encore une autre fois, n'oubliez pas, on est en train de se projeter dans le futur. Aucun de ces deux projets n'a pas été réalisé ou bien choisi. Enfin, nous, on va choisir entre ces deux projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer nos règles de décision, on va calculer la vanne, on va calculer le tri. Donc, pour le projet numéro 1, la vanne, c'est 362 fois 1000. Le tri, c'est de 100%, et la longueur, c'est 3. Deuxième projet, j'ai 453, et le tri, c'est 78%, et longueur 8. Bien évidemment, ces calculs ont été effectués avec un taux d'actualisation de 5%. Et là, je te demande, ça représente quoi, ce 5%, d'après toi? Enfin, c'est un taux d'inflation. C'est un taux d'inflation. Ça s'approche, en fait, plutôt d'un taux d'inflation. On trouve différentes vannes. C'est-à-dire, si moi j'applique, j'utilise la vanne pour décider, eh ben, je veux retenir le projet numéro 2. Si moi j'applique le tri, je veux retenir le projet numéro 1. Question, entre 8 ans et 3 ans, est-ce qu'on peut comparer les vannes? Malheureusement, ces deux indicateurs ne sont plus fiables dans ce cas-là, avec deux projets ayant de différentes durées de vie. À cet égard, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir un autre indicateur financier qui s'appelle l'annuité constante. D'accord? En anglais, the equivalent annual annuity. Enfin, hier, j'ai cherché sur Internet, je trouvais beaucoup de soucis. Hein. C'est pas facile de trouver les correspondances des termes français-anglais. Donc, ce slide, hein, il est, je préférais, il est rédigé presque en totalité en anglais. Regardez comment on calcule cette annuité constante. On prend la vanne du projet numéro 1, on prend la vanne du projet numéro 2, d'accord? Puis, on utilise une fonction dans NumPy qui s'appelle PMT. PMT. Cette fonction implémente tout simplement la formule suivante. Attention, hein. L'annuité, c'est la formule grand A. E, c'est l'investissement à t est égal à 0. I, c'est un taux de rendement. D'accord? Et N, c'est la période. C'est clair? Par contre, le petit a, c'est un taux d'annuité constante. Ce n'est pas une annuité. Hein. Attention, hein. Attention. Regardez comment on va faire. On va utiliser la fonction PMT de NumPy. On va utiliser cette fonction np.pmt. Je pense que j'ai jamais... c'est la première fois hein, que je vous montre cette fonction. Donc, compute the payment against loan principal plus interest. Voilà. Bon, ici c'est plus clair. Donc, tu vas mettre ton taux d'actualisation ici dans rate, 5%. Tu mets les périodes. Le premier projet, c'est 3. Le deuxième projet, c'est 8. Attention, s'il te plaît. Attention. Par rapport à la vanne, il faut multiplier par moins 1. Puisque, en fait, c'est un present value. C'est un present value. C'est clair? Voilà. Donc, on multiplie par moins 1. Et on n'a pas de valeur future. V est égal à 0. Ce qui donne, en fait, deux annuités différentes, 133 et 70. Quel projet on va retenir? On va retenir le projet ayant la plus grande annuité. Donc, le projet numéro 1. Voilà comment on décide dans le cas de deux projets avec deux durées de vie différentes. Allons-y, on va appliquer ça sur un petit exercice. Il n'y a pas de question.
exercice sur 2 projets de différentes durées de vie. Je suis dans le slide 22. Le conseil d'administration de la société a décidé de prendre une direction différente. Après, par exemple, une crise comme celle de coronavirus, par exemple, impliquant des projets à plus court terme et des investissements initiaux plus faibles. Okay? Donc, les chefs de projet ont proposé deux nouvelles idées et ont prévu les flux de trésorerie pour chacune des propositions. Voilà les flux de trésorerie pour ces 2 projets. On voit que le projet numéro 2 s'arrête à l'année numéro 7, à 7. Par contre, le projet numéro 1 continue jusqu'à 8. C'est clair? On n'a pas la même durée. Le projet 1 a une durée de vie de 8 ans. Celui numéro 2 n'a qu'une durée de vie de 7 ans. Le projet 1 nécessite un investissement initial de 700 000 $. Voilà, 700 fois 1000, 700 000 $. L'autre, 400 000 $. Les projections de flux de trésorerie pour les 2 projets sont les suivantes. Puis, on passe en fait à un exercice. On va écrire un code en Python qui permet de comparer entre ces 2 projets. Donc, toi, comme là tu n'es plus business analyst, hein, tu seras, j'espère, analyste financier. Donc, pourquoi pas quant, malgré que, ultimement, quand même, les équations dérivées partielles, bon, c'est pas grave. Quantitative Financial Analyst. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tout d'abord, tu vas implémenter les flux de trésorerie dans 2 tableaux NumPy. Cash Flow Project 1, Cash Flow Project 2. Hein. Tu implémentes ce flux-là de premier projet, puis de deuxième projet. N'oublie pas, en fait, de remettre à l'échelle les valeurs. Hein. Il faut multiplier par 1000, c'est plus facile. Sinon, tu vas finir par plein de zéros. Puis, tu vas calculer les vannes. Puis, tu vas calculer les tris. Puis, tu vas, j'imagine, en fait, on va supposer que tu vas te trouver des difficultés dans la comparaison. Parce qu'on ne travaille pas sur la même durée temporelle. Alors, tu vas calculer l'annuité et on va conclure. Allez, je passe au fichier Financial Statement qui contient la correction. On n'a pas le temps. Hein. Et je vous demande de regarder quelle partie. Eh bien, voilà. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Est-ce que j'ai mis la correction déjà ou pas? Non, je pense que malheureusement, je n'ai pas mis la correction. Enfin, cet exercice, en fait, je n'ai pas mis de correction, mais je pense que c'est assez facile. Hein. C'est-à-dire, pour la question numéro 1, c'est bon, on a répondu à cette question. Pour la question numéro 2, vous connaissez comment calculer les vannes. Ok. En français, ça veut dire en bas de fichier. Enfin, je ne sais pas même pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Merci, Fedi. Oh, c'est très gentil, Fedi. Tu suis avec moi. Ben, très bien, Fedi. OK, donc, vous allez trouver en fait la correction à la fin. Là, l'implémentation des cash flows. Hein, d'accord. Puis, bon, ici, la correction. Donc, on trouve une annuité de 133 pour le premier projet et 70 pour le deuxième projet. On va retenir le premier projet. Non, pardon. Non, Fedi. Attention, Fedi. Ça, en fait, cet exemple 18 va plutôt avec l'exemple de cours, hein, avec le slide numéro 21. Mais quand même, je n'ai pas corrigé. Hein. C'est à vous. Bon, j'ai implémenté les cash flows, mais je n'ai pas quand même implémenté ni les vannes, ni les tris, ni les annuités. Alors, vous pouvez faire ça comme exercice. Voilà, techniquement, c'est bon, là, on a fini. Enfin, nous avons fini quoi? Nous avons fini cette séance. Mais le programme d'analyse des données financières va continuer, bien sûr, sur YouTube. Va continuer sur YouTube. Malheureusement, on a eu quelques soucis avec cette matière. Enfin, c'est une matière assez solide
mélange de finance et de programmation avec Python. Attends, je vais arrêter l'enregistrement. Finalement, enfin, techniquement, on a fini là.